Bonsoir. Catastrophe aérienne au Népal. Un Airbus s'écrase avec 167 personnes à bord. Il n'y a aucun survivant. Bonsoir. 4 morts, 4 disparus dans les Pyrénées, des dégâts importants dans le Midi. Le bilan des intempéries s'alourdit. Les voitures vont rouler au colza et à l'éthanol en 93. Elf lance le premier biocarburant à grande échelle. Enfin, reportage de nos envoyés spéciaux sur le bataillon des femmes de Sarajevo. Elles ont décidé de prendre les armes contre les Serbes. L'Airbus s'est écrasé quelques minutes seulement avant l'atterrissage. L'appareil de la compagnie Pakistan Airlines devait se poser à Katmandou. L'équipage n'a signalé aucune anomalie et l'avion a percuté une colline. On ne sait pas encore s'il s'agit d'une erreur de pilotage ou d'un problème technique. Les boîtes noires de l'appareil seront étudiées dès que possible. C'est le deuxième accident d'un Airbus dans cette région en quelques mois. Daniel Durandet. L'accident de l'A300 de PIA s'est produit dans une zone très montagneuse du Népal, à une douzaine de kilomètres seulement de l'aéroport de Katmandou. Aucun survivant sur les 155 passagers et 12 membres d'équipage de l'Airbus, dont on a perdu le contact radio, sans message de détresse du pilote quelques minutes seulement avant l'heure prévue pour l'atterrissage. À Katmandou, cet après-midi, le temps était très couvert, il pleuvait et selon certaines informations, l'avion se serait trouvé au moment de l'accident 450 mètres en dessous de son plan de descente. Il y a 2 mois, dans une zone toute proche et dans des conditions semblables, un autre Airbus s'était écrasé peu avant l'atterrissage à Katmandou et la commission d'enquête avait conclu à une erreur de pilotage. Katmandou est un terrain situé au milieu des montagnes de l'Himalaya. Il est jugé très dangereux par les pilotes, un terrain qui de plus ne dispose d'aucun radar d'approche. Un nouveau week-end d'orage dans le Midi, des pluies très violentes qui ont touché notamment le Pays Basque et les Pyrénées. Et c'est dans cette région que l'on compte le plus de victimes, mais ailleurs les dégâts sont très importants. C'est le cas notamment dans la région de Montpellier, de Nice, où les vignes et les cultures ont été totalement dévastées. L'Aude et les Pyrénées-Orientales ont connu samedi une soirée d'apocalypse qui s'est traduite par un lourd bilan. 4 morts et 4 disparus emportés par les eaux de paisibles rivières transformées en quelques minutes en torrents de boue. Ces morts s'ajoutent aux 38 décès provoqués par les intempéries de mardi dernier dans le sud-est. La vague de mauvais temps a affecté aussi le Languedoc, la Provence et la Corse au cours du week-end, provoquant de nombreuses interventions des pompiers, mais des dégâts modérés. La tempête aurait causé néanmoins la disparition d'un navigateur près de Solenzara en Corse. La préfecture de Corse du Sud n'a pas confirmé cette information. D'autre part, les orages de la nuit ont endommagé de nombreuses routes en Corse du Sud. Dans l'arrière-pays niçois, des orages de grêle se sont abattus. Les cultures maraîchères ont été détruites par les pluies violentes, comme ici à Grasse, tandis que dans les Pyrénées-Atlantiques, un violent orage accompagné de rafales de vent atteignant 90 km/h s'est abattu hier en début de soirée sur la côte basque, en particulier sur le district Bayonne-Anglet-Biarritz, causant de nombreux dégâts, mais pas de victimes. À Vaison-la-Robaine, le bilan s'est encore alourdi, 34 morts et 8 disparus. Mais après les opérations de secours de première urgence, la ville tente de se reconstruire. Et pour ses habitants, la vie reprend. Reportage France 3 Marseille, Christian Réunif et Benoît de Tunis. Ici, avant, c'était la cour de récréation, avec 5 préfabriqués, un mur d'enceinte, et voici ce qu'il reste aujourd'hui. Rien. Il ne reste plus rien. 6 jours à peine après la catastrophe qui a frappé le Nord Vaucluse, les établissements scolaires primaires et secondaires de Vaison-la-Romaine ne fonctionnent toujours pas. Pour retrouver leurs enseignants, les 410 élèves des groupes scolaires Jules Ferry et Émile Zola devront patienter jusqu'en octobre. Installé à côté du PC des secours, le collège Joseph Darbo est réquisitionné avec ses fonctionnaires. Il sert de cantine et d'hébergement aux sauveteurs. Les 766 pensionnaires de l'établissement vont devoir donc attendre la levée de l'ordre de réquisition pour retourner à leurs études. En tout, depuis mercredi dernier, 2700 élèves de la maternelle à la terminale sont privés d'école. Avant de redémarrer, l'inspection d'académie attend le feu vert des commissions de sécurité. Dans les communes autour de Vaison, le constat est heureusement moins lourd. À Malaucène, Le Crestet, Roex, Violès, les écoles devraient réouvrir dans le courant de cette semaine. L'Italie est frappée aussi par de très violents orages, des torrents notamment en plein centre de Gênes. 3 personnes ont été tuées et puis des dizaines et des dizaines de voitures ont été emportées. Le maire de la ville a parlé d'ailleurs d'un phénomène tout à fait incroyable. La montée des eaux a été particulièrement rapide et les dégâts sont très importants. Nouvelle revendication des infirmières. Cette fois, la mobilisation ne devrait pas déboucher sur une grève, mais les thèmes, eux, n'ont pas beaucoup changé. Un an
bilan jour pour jour après le mouvement massif qui avait paralysé les hôpitaux. Elles ont toujours des problèmes d'effectifs, toujours des problèmes de moyens, toujours des problèmes de salaire. Elles le feront savoir demain au cours d'une manifestation à Paris. Marie-Hélène Tichou et Victor Hariche sont retournés aujourd'hui à l'hôpital Saint-Louis. Je suis en colère, ça va plus. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Travailler, oui, je veux bien, puisque j'ai choisi mon métier, j'aime beaucoup. Mais il faut l'argent aussi. Je dois travailler pour rien, tout est cher. Le cri du cœur d'Adélaïne, il y a un an, après 6 semaines de grève. Aujourd'hui, Adélaïne travaille toujours dans le même service de l'hôpital Saint-Louis, mais l'humeur morose. Je n'ai rien vu venir et on n'a aucun espoir. Nos conditions de travail n'ont pas bougé, nous faisons toujours nos horaires impossibles. Un week-end sur 2, le pouvoir d'achat qui diminue, il faut toujours faire plus avec le peu de personnel. Pourquoi rien n'a changé? Lourdeur administrative, dit-on, mais aussi difficulté de recrutement. Dans ce service, comme dans tous les hôpitaux de France, les infirmières attendent l'application des 35 heures pour le travail de nuit. C'était promis, c'était dans l'accord signé à la fin de la grève. Les postes d'infirmières existent, sur le papier existent, dans le budget. Mais l'attente dure depuis un an, c'est trop long. Je crois qu'il est grand temps de passer à l'action, car j'ai bien peur que leurs patients s'essoufflent très vite, à très court terme, si nous ne voyons pas arriver très rapidement la concrétisation de ce protocole d'Urieux, et en particulièrement la mise en place des 35 heures. 35 heures, mais aussi salaire. Demain, les infirmières descendront dans la rue pour dire leur lassitude. Manifester, beaucoup y pensent. Faire grève, c'est plus dur, car quand on est infirmière, le service continue. Notre chapitre économique et social toujours avec un bon chiffre, celui du chômage qui a baissé en août et pour le 2e mois consécutif. Un recul notamment pour les chômeurs de longue durée et pour le ministère du Travail, la grande campagne d'entretien individuel commence à donner des résultats. Agnès Molinier. Le nombre d'inscrits à la NPE vient de repasser sous la barre des 2,9 millions. Fin août, ils étaient 1% de moins qu'il y a un mois. Cette baisse, commencée en juillet dernier, est la plus forte enregistrée depuis 4 ans. Principale cause de ce recul, la diminution du chômage de longue durée, moins 2,5% depuis 3 mois. Mais l'amélioration ne vient pas d'une meilleure tenue du marché du travail. C'est le traitement social mis en place par Pierre Bérégovoy en avril qui porte ses fruits. Il s'était engagé à proposer, avant la fin octobre, une activité aux 900 000 chômeurs de longue durée inscrits à la NPE. Le programme sur les 900 000 chômeurs de longue durée commence à porter ses fruits. De manière tout à fait intéressante, puisque notamment les chômeurs de longue durée, les plus anciens, ceux qui avaient 2 ou 3 ans de chômage, qui ont été vus les premiers par l'Agence nationale pour l'emploi en février et en mars, voient le taux de chômage se réduire beaucoup plus que les autres. Pari impossible pour le CNPF, jeu statistique pour Force ouvrière, ces nouveaux chiffres font réagir. Quoi qu'il en soit, il tombe à point pour permettre à Pierre Bérégovoy de montrer que sa politique économique n'a pas que des mauvais effets sur l'emploi. Tous les gardiens de prison ont repris le travail ce matin. C'est donc la fin d'un conflit de 17 jours. Dernier bastion de la grève, les Baumettes. Les surveillants avaient demandé une fouille systématique des cellules. Ils ont obtenu en partie satisfaction. C'est la raison pour laquelle le mouvement a été arrêté. Les discussions doivent reprendre demain entre la chancellerie et les syndicats, demain matin à Paris. Politique, un nouveau président pour le Sénat et l'événement est plutôt rare puisqu'Alain Poher avait été désigné à ce poste en 1968. Après le renouvellement d'un tiers de la Haute Assemblée ce week-end, les tractations se déroulent pour l'instant en coulisses. Et c'est surtout dans les rangs de l'opposition que l'équation sera difficile à résoudre. Beaucoup de candidats potentiels, même si personne ne s'est officiellement déclaré pour le moment. Le reportage de Michel Lemerle et Christos Camilieris. Un train de sénateurs. Les clichés ont parfois du bon, la succession d'Alain Poher à la présidence du Sénat et la course politique la plus lente de la saison. Ils sont une dizaine à ne songer qu'à la ligne d'arrivée, mais personne ne se décide à lancer le sprint, de peur d'être coiffé sur le poteau. C'est l'UDF qui peut le plus facilement imprimer le rythme de la course. Si elle désigne en son sein un candidat unique, l'affaire est entendue. Mais cette procédure suscite bien des réticences. Et puis, si l'UDF est majoritaire au Sénat, elle est divisée en 3 groupes. Les centristes sont les plus nombreux. Ils verraient bien l'ancien ministre René Monory dans le fauteuil. Mais le président du groupe, Daniel Hoffel, est prêt à répondre à l'appel de ses amis. Et Jean Le Canuet a lui aussi longtemps caressé ce projet. Côté républicain indépendant, Pierre-Christian Tétinger, qui avait échoué il y a
qui à 3 ans paraît le mieux placé, mais Marcel Lucotte et surtout Jacques Larcher guettent la moindre ouverture, voire Jean-Pierre Fourcade. Car si l'UDF est divisé, Charles Pasqua pourrait s'engouffrer dans la brèche. Serait-il lui-même candidat? Ah, qui l'en sait? Comme disaient les Italiens, qui l'en sait? Et pourquoi personne, moi non plus. Pourquoi personne ne le sait? Parce que cela dépend de tellement de choses. Mais il pourrait alors être pour le moins en mesure d'arbitrer entre les autres candidats et accroître ainsi son influence. Mais dans ce cas, le PS, deuxième groupe du Sénat, ne resterait pas non plus inerte. Tractation en vue toute la semaine, sprint final vendredi dans la nuit. L'actualité à l'étranger avec d'abord la surprise en Roumanie. Le président Ilescu a toutes les chances de conserver son fauteuil. Les élections législatives et présidentielles n'ont pas provoqué les bouleversements attendus. Un pays qui n'en finit plus de sortir de l'après-Ceausescu. Et à Bucarest, la jeunesse, elle, attend surtout l'arrivée de Michael Jackson. Reportage de nos envoyés spéciaux Pascal Verdeau et Philippe Guinet. Bucarest avait la gueule de bois ce matin. Après l'ivresse des grands meetings de l'opposition démocratique, le désenchantement. Place de l'université occupée par les étudiants il y a 2 ans, un peu de passion latine. On a truqué les élections, les communistes ont arrangé les choses. Je crois que les élections en général ont été correctes, peut-être seulement quelques petites choses, mais pour être honnête, je suis désolée. La vraie passion est ailleurs. Devant l'aéroport d'Otopéni, des centaines de jeunes attendent leur idole. Le déhanchement caractéristique d'un clone américain. Jackson, c'est l'amour, le réconfort pour tous ceux qui sont malades ou atteints du sida, ceux qui veulent un peu de joie. Je t'aime très beaucoup, Michel. Oui. Pourquoi vous n'aimez pas Ilescu? Ilescu, c'est une vieille barbe. Déception de l'opposition majoritaire à Bucarest, les campagnes comme en 90 sont basculées en faveur de Ilescu. Néanmoins, le débat politique progresse. L'hystérie politique est dépassée maintenant, la rue ne décide plus. Les discours étaient plus complexes, plus cohérents, les discours des politiciens. La campagne, la Roumanie profonde, reste encore dans un no man's land du point de vue politique. Le président Ilescu, en chute sensible depuis 2 ans, ne devrait pas être menacé au second tour. Mais il lui faudra composer avec une chambre morcelée sur le plan politique. Quant à l'opposition, le beau rêve est brisé. Décidément, l'histoire bégaie toujours en Roumanie. La guerre toujours plus meurtrière et cruelle à Sarajevo. Ce matin, un obus est tombé dans un cimetière au moment d'un enterrement, faisant 3 morts et 20 blessés. Devant cette recrudescence de la violence et de l'horreur, certaines femmes ont cessé d'espérer la paix. Elles ont décidé de combattre. Elles ont entre 16 et 47 ans et armes à la main, elles ont formé un bataillon. Le reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Marc Pitt et Yvon Delot. Mara ne néglige pas les tâches ménagères et pourtant, depuis 2 mois, elle passe très peu de temps dans sa cuisine. Cette Croate de 30 ans a pensé pouvoir être utile à sa ville, Sarajevo, et à son pays, la Bosnie-Herzégovine, en prenant les armes. Elle y a acquis une science qu'elle transmet aujourd'hui aux plus jeunes. Mariée à un Serbe qui combat comme elle du côté bosniaque, mère de 2 enfants, elle a réussi à imposer à sa famille son statut de combattante. Je pense que c'est naturel qu'elle se soit portée volontaire pour ce combat. Ça irait mieux pour la Bosnie si beaucoup plus de gens imitaient ma femme. Je ne pense jamais au fait que nos enfants pourraient se retrouver seuls au monde. Je pense d'abord qu'en combattant tous les deux, nous pouvons mettre fin à cette guerre. Mara habite Pofalići. Ce quartier occupé dès le début de la guerre par les troupes serbes fut l'un des premiers libérés par les combattants bosniaques. C'est peut-être cette fierté qui a ôté tout complexe aux femmes qui y vivent vis-à-vis de leur mari. Je suis plus forte que lui. C'est sûr, je suis plus forte que lui. J'ai plus de cœur au ventre et plus de courage que lui. Je n'ai pas peur des mortiers, je n'ai peur de rien. 60 autres femmes de Pofalići ont suivi la même voie. Âgées de 16 à 47 ans, elles constituent un groupe autonome qui prend en charge la formation de ces éléments.
Tout est à apprendre pour ces lycéennes, ces étudiantes, ces femmes actives ou ces mères au foyer qui n'avaient pour la plupart jamais touché une arme. L'entraînement auquel elles se livrent régulièrement n'ambitionne pas de les transformer en militaires aguerris, mais il vise à les rendre efficaces dans les conditions de guérilla qui prédominent à Sarajevo. Pas d'uniforme pour ce bataillon féminin, trop peu d'armes pour équiper toutes celles qui l'ont rejoint, mais une ardeur à bien faire qui impose la rigueur à toutes, même aux femmes enceintes. Je me suis engagée dans cette guerre 2 semaines avant de savoir que j'attendais un bébé. Mais cela ne peut pas remettre en cause ma décision de me battre dans ce groupe et de lui être utile. Bien sûr, j'ai peur pour mon enfant, je m'en sens responsable. Et je m'arrêterai dès que je me sentirai mal. Pour l'instant, je vais bien. Je dois me battre. Les bombardements aux environs leur rappellent en permanence qu'il n'y a rien de ludique dans ce jeu de guerre. La moitié d'entre elles sont déjà montées au front, les autres appréhendent le moment où il leur faudra tuer pour ne pas être tués. La reprise du procès de ceux que l'on avait appelés les tueurs à la 205 rouge. 3 hommes arrêtés il y a 4 ans et au printemps de cette année, un premier procès avait été reporté. Et dès leur entrée au tribunal, les 3 gitans inculpés n'ont cessé de clamer leur innocence. Tout leur système de défense est d'ailleurs basé sur une enquête qu'ils qualifient de bâclée. À Grenoble, Albert Ripamonti et Christian de Carnet. Ils sont 1200, ça fait 4 ans. Depuis 4 ans, on vit un cauchemar, monsieur. 4 ans. Leur innocence, ils la crient depuis 4 ans. 4 ans de détention préventive, 4 ans de révolte et de rage, au point d'en bafouiller. Ils sont innocents, ça fait 4 ans. Appris-nous notre innocence. Parce que leurs cris restent sans écho, leur innocence, les 3 gitans la portent aussi dans leur dos. Combatifs, attentifs, ils écoutent le commissaire Louboutin remonter le temps. Août 88, la Nationale 7, la folle équipée de la 205. Agression, vol, viol et meurtre. Et chaque fois, 3 malfaiteurs cagoulés. Gitans ou légionnaires, car coïncidence, 3 apprentis légionnaires circulaient à la même époque dans la vallée du Rhône. 2 d'entre eux ont été retrouvés, ils sont là. Pas très rassurés d'ailleurs, même si l'enquête les a finalement mis hors de cause. L'absence de ces 3 suspects de rechange avait provoqué de graves incidents en mars dernier et pour finir, le renvoi du procès. Cette fois, les 3 légionnaires témoigneront et les 3 gitans savent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour faire éclater leur innocence. Betrave ou colza, les voitures vont se mettre au vert en 93. Pour la première fois, une grande compagnie pétrolière se lance en effet dans la production de biocarburants pour le grand public. Et Elf Aquitaine n'est pas peu fière d'apporter sa contribution à une meilleure utilisation des terrains en jachère. Reportage de France 3 Lyon, Philippe Lemaire et Pierre Dutrève. Ça ne se voit pas, mais ça se sent. Hier à Estoril, Mansell carburait à l'éthanol, ce qui ne l'a pas privé de sa 9e victoire de la saison. Elf lui avait concocté en grand secret ce savant mélange d'essence et d'alcool qui a permis au moteur Renault, sans aucune adaptation particulière, de dominer d'une façon magistrale tous ses rivaux. Les ingénieurs du centre de recherche Elf de Solèze, près de Lyon, ont mis 4 ans pour mettre au point le TBE non barbare de ce carburant miracle qui incorpore 5% d'éthanol à l'essence sans lui faire perdre aucune de ses caractéristiques fondamentales. Elf, qui lancera ce nouveau carburant à grande échelle dès 1993, ne pouvait rêver meilleure consécration technologique qu'une victoire en F1. Mansell a montré avec force et évidence, et à la fois bien sûr sa maîtrise de voiture et de la magnifique mécanique qu'il avait dans les mains, mais également d'un carburant qui permettait à l'ensemble de se révéler, avec un carburant enrichi en éthanol. L'intérêt économique de ce nouveau carburant produit à Fezin est évident pour l'agriculture qui va écouler une partie de ses excédents puisque cela lui permettra d'absorber la production de 100 000 hectares de betteraves ou de colza. Dès l'an prochain, Elf compte vendre 1 million de tonnes d'essence éthanolée, un carburant qui est aussi plus écologique. Le ministre de la Culture n'a pas eu de mal à obtenir l'accord du ministre de l'Éducation nationale. Cette fois, Jack Lang profite de ses 2 casquettes pour encourager tous les jeunes à ouvrir un livre. Le plan lecture, c'est la création de bibliothèques, c'est aussi de nouveaux crédits, c'est enfin des écrivains. Jack Lang a tenu à avoir leur soutien pour lancer cette opération. Nathalie Darigrand et Dominique Duchâteau. L'intérêt d'un écrivain, c'est que si c'est
admirablement parler du livre, d'un livre, par exemple, que ce soit le sien ou le livre d'un autre, faut mieux d'ailleurs que ce soit celui d'un autre, eh bien, par pudeur, disons, à ce moment-là, il peut brusquement susciter la lecture. Il peut montrer que la lecture est une aventure extraordinairement moderne. Des écrivains dans les écoles, il y en a déjà, mais aujourd'hui, les voici tous mobilisés comme les enseignants dans le nouveau combat lancé par leur ministre commun, le combat pour la lecture. Dès la fin octobre, tous les instituteurs disposeront d'un guide sur les nouvelles recherches en matière de lecture et d'écriture. On y parle de redécouverte des textes, des grands auteurs, de la rédaction, de la récitation. D'abord, faire que le livre et la lecture soit au cœur même de l'école et de l'enseignement. Je souhaite que nous puissions conjuguer tous nos efforts pour réhabiliter pleinement le plaisir de la lecture. On doit lire, on doit ouvrir un livre par hasard. On doit laisser vraiment les gens libres à tous les âges, et donc particulièrement les enfants, libres de faire exactement ce qu'ils ont envie de faire. S'ils veulent poser un livre, ils posent un livre. Poser un livre, en reprendre un autre, encore faut-il en avoir. Cette année, 20 millions de francs seront consacrés à l'opération 100 livres dans les écoles. Rentrée 93, 10 millions de francs seront débloqués pour créer des bibliothèques centres de documentation en primaire, comme il en existe dans les collèges. En attendant, une centaine d'écrivains iront rejoindre les instituteurs, et pourquoi pas Prévert, pour dessiner sur le tableau noir du malheur le visage du bonheur. Noblesse oblige, nous saluons la naissance d'Arte qui a commencé à mettre à 19h, mais la grande nouveauté, c'est ce soir sur France 3, et ça s'appelle justement Le Soir sur la 3. Christine Ockrent, vous prenez la barre ce soir à 22h20. Pour nous et pour tous les 20h, c'est un petit peu la course à l'info. Pour vous, vous avez décidé de prendre du recul. La course et le recul, c'est vrai que ce sont les deux distances pour nous autres journalistes, et c'est ce qu'on va s'efforcer de faire avec toute la rédaction dans cette nouvelle formule du soir sur la 3, donc tout à l'heure à 22h. C'est à Paris, hein, Christine. C'est à Paris, mais c'est un pari que nous entreprenons tous ensemble, et je suis ravie de vous rejoindre. Alors, quel sera votre premier dossier ce soir? Alors, le premier dossier sera politique, parce que c'est vrai que depuis le référendum, eh bien, on a vu que le débat politique a repris beaucoup d'ampleur. Et pour nous, ce soir, on a entendu beaucoup de monde, sauf un, Michel Rocard, et il parlera ce soir dans le nouveau Soir sur la 3. Alors, Le Soir sur la 3, c'est ce soir à 22h20 avec Christine Ockrent et Michel Rocard. Voilà. Et puis à 19h20 qui se terminera désormais aussi un peu plus tôt, puisque dans quelques secondes, un résumé en images de l'actualité de votre région. À noter que tout de même 3 exceptions, puisque les syndicats ont appelé à des arrêts de travail. Donc 3 exceptions dans le Nord, la Picardie, en Ile-de-France. Un appel à la grève qui a été largement suivi. À 20h, la météo complète de Florence Klein, et puis donc Christine à 22h20. Et à 20h30 sur France 3, mon oncle Benjamin avec Jacques Brel. À demain 19h. Bonsoir. Bonsoir.